Quelle année a commencé gros? Alors, nous sommes aujourd'hui avec deux traducteurs, donc pour pouvoir parler de leur métier et de leur carrière. Donc, commencez par vous présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Jean-Benoît Sylvestre, j'ai commencé la traduction de manga il y a 17 ans maintenant, ça commence à remonter et voilà, très brièvement, on développera après peut-être. Et moi je suis Arnaud Delage, pareil, j'ai commencé par le sous-titrage et maintenant je fais du manga et j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, en début 2000. Voilà. Alors, vous dites vous avez commencé. Oui. Comment vous avez commencé? Alors, Arnaud et moi on se connaît depuis très longtemps, on était au lycée ensemble et on a fait l'INALCO, donc l'Institut des langues orientales à Paris, chacun son côté. Et ensuite, de fil en aiguille, on est arrivé à ça. Alors lui directement par choix. Moi j'ai fait un peu de jeux vidéo avant parce que j'ai fait de la production de jeux vidéo et de la gestion de projet. Et après je suis retourné en fait vers les premières amours, le japonais et la traduction. Donc. Voilà. Alors, c'est un métier qu'on peut qualifier de métier de l'ombre parce qu'on connaît très peu les traducteurs. Oui, c'est vrai. Comment vous ressentez ça dans votre métier? Moi je trouve que c'est un avantage, c'est qu'on n'est pas trop justement sous les feux de la rampe et ça nous permet certaines libertés que peut-être on n'aurait pas si les gens nous connaissaient et scrutaient tout ce qu'on faisait. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Moi je pense que ça représente une charge mentale le fait justement qu'on ne nous connaisse pas trop, moi je suis assez content en fait d'être comme ça me dérange pas en tout cas. Bon, moi pareil, ça me dérange pas. L'avantage c'est qu'on travaille tranquille chez nous et puis bon, tous les ans on vient bosser à Japan Expo, comme ça nous met, on rencontre un peu les lecteurs, ça nous met un peu dans l'ambiance, mais après ouais, on essaye d'être un peu discret parce que sinon si on se met sur les réseaux sociaux après il y en a beaucoup qui ont quelques problèmes donc on essaye d'être un peu discret, mais bon on est content de voir des lecteurs qui nous aiment bien, donc c'est pour ça qu'on vient à Japan Expo tous les ans travailler, parce qu'on n'a pas besoin, mais ça nous permet de voir le ressenti des gens, ce qu'ils aiment comme titre et tout, donc mais on préfère être chez nous tranquille au bureau à bosser dans l'ombre, voilà. Ouais. D'ailleurs messieurs, c'est vrai que peu de gens vous connaissent finalement, même si certains vous ont reconnu et vous suivent pour ce que vous faites. Mais pourtant, beaucoup ont lu de vos travaux. Donc est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns parmi... Oui, alors moi je suis comme Arnaud, j'ai commencé dans le sous-titrage. On a fait des belles séries, on a retraduit tout Dragon Ball. Ouais. On a retraduit, j'en oublie, Albator. On a fait Lupin, puis on a fait One Piece aussi. On a fait les sous-titres de One Piece. Et on a bossé sur Naruto, on a bossé sur Fairy Tail, on a fait Lupin, on a fait Magic Knight Rayers, on a fait des milliers d'épisodes avant de se tourner un peu plus vers les mangas. Et récemment, tous les deux, on a fait Minky Momo chez Crunchyroll. Voilà. Alors en ce qui concerne le manga, moi mes titres les plus connus, je pense que ça doit être Toriko, qui est sorti chez Kazé. Ensuite, j'ai fait Yokai Watch chez Kazé aussi. Mashal. Chez Kazé, décidément, c'est beaucoup de Kazé. Chez les autres, je travaille pas mal pour Kiun. Donc là, le Nine Peaks qui vient de sortir, c'est moi qui le traduis. Sinon, j'ai fait Jagan. Il y en a tellement. Chez Pika, c'était des séries pas très connues. Donc, bon. Requiem du Roi des Roses. Je fais le Requiem du Roi des Roses chez Kiun. D'ailleurs c'est marrant quand on passe de Shakespeare à Nine Peaks, vous imaginez c'est pas le même boulot quoi. J'ai fait Dimension W aussi chez Kiun et Clévates qui est du même auteur. Mais j'en ai fait tellement, je peux même plus vous dire quoi. Tout comme le Roi des Ronces d'ailleurs. Pardon? Tout comme le Roi des Ronces. Si oui, alors le Roi des Ronces, ouais, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais c'est le même auteur. Ouais. C'était avant mon temps. Alors, vous avez fait beaucoup d'œuvres, et donc justement, on se demande quel est le rythme de travail qui vous est imposé sur une œuvre, combien de temps vous avez pour faire un tome, etc. Alors, le rythme de travail est très différent en fonction du traducteur. Moi, je sais qu'avec Arnaud, on n'a pas du tout le même rythme de travail. Moi, je fais que ça. En fait, c'est ma source unique de revenus. On n'est pas beaucoup, je pense, en France à pouvoir en vivre exclusivement.
Donc moi j'ai une petite botte secrète, c'est que je suis marié à une japonaise qui m'aide beaucoup, qui en fait ça me permet d'aller vite et de pas faire d'erreur, d'être sûr à 100% que je rends un travail nickel, sans erreur, et comme ça moi ça me libère un petit peu du pur travail de traduction de bas de gamme, enfin comment dire, c'est pas grave, je reformule. Ça me permet en fait de me concentrer sur l'adaptation. Voilà, et comme ça je suis sûr de pas faire d'erreur. Et quand j'ai un doute, je vais lui demander bon, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je me suis trompé, et comme ça c'est beaucoup plus facile. Pour en revenir au rythme, moi personnellement je fais entre 40 et 50, allez on va dire entre 40 et 45 tomes par an. Voilà, presque un par semaine. C'est énorme. Alors c'est énorme, oui. Mais à nouveau, je pense qu'on n'est pas beaucoup à soutenir ce rythme. Aussi longtemps en plus, parce que moi ça fait presque 10-15 ans que je fais ça. Et Arnaud est un peu différent, donc je lui passe le micro. Ouais, parce que moi je bosse aussi pour Doki Doki, la maison d'édition. Donc je partage mon temps entre Doki Doki où je travaille, je gère un peu les traducteurs pour l'édito et je gère les traductions et tout. Donc je traduis à mi-temps, on va dire. Donc je fais 1 ou 2 mangas par mois quand ça va bien, et puis un peu de sous-titrage de temps en temps. En plus, donc j'ai un rythme beaucoup moins soutenu que mon collègue. Et, mais je pourrais pas faire comme lui. Donc il est assez exceptionnel dans le rythme. Bon, je suis pas le seul à avoir ce rythme. Il y a des grands noms de la traduction qui sont aussi rapides que moi, hein, mais qui abattent autant de besogne que moi. Mais c'est vrai que je pense c'est pas la majorité des traducteurs. Je sais même pas si, je pourrais pas vous dire combien vivent de ça exclusivement. Ils font pas des trucs à côté pour tenir, mais moi j'ai pas besoin, en tout cas. Mais ça m'oblige à jamais m'arrêter en fait. Et du coup, Arnaud, de votre côté, au niveau des séries que vous avez traduites? Ah ouais, alors moi j'ai commencé par, en mondial j'ai commencé par Battle Royale. Ah oui, ça fait longtemps. C'était il y a une vingtaine d'années, je crois, j'ai commencé par Battle Royale. Après, j'ai eu de la chance d'enchaîner par Sunken Rock, qui a marché à fond. Après, dans les trucs notables que j'ai fait Rikudo. J'ai fait... tu sais ce que j'ai fait Rikudo. Ouais, j'ai fait Shinotori, j'ai fait là je fais Yakuza Réincarnation pour Crunchyroll. J'ai fait Palpan Panda chez Nobinobi. Et j'ai fait Sao Tomé aussi chez Doki Doki. Et je dois en oublier, j'ai fait des... Ouais, j'en oublie beaucoup. Ah si, j'ai fait Shiki chez Kazé à l'époque, qui était vachement bien aussi. Et voilà à peu près, puis le reste il y a qu'à regarder, mais j'en fais beaucoup moins que Jean-Benoît. Alors, vous travaillez pour beaucoup d'éditions différentes. Oui. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes exigences ou est-ce qu'il y en a qui sont plus... Oui, alors il y a autant d'exigences et de procédures qu'il y a d'éditeurs. Voilà, donc il y en a qui sont plus exigeants, il y en a qui sont moins exigeants, il y en a qui ont des processus qui sont pas du tout les mêmes d'un à l'autre. Donc même il y en a dans les documents qu'on leur donne, il faut utiliser des couleurs, d'autres ils veulent pas de couleurs. En général, quand les polices de caractère sont différentes, on le précise. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Voilà, quand vous numérotez les mangas, parce qu'en fait quand on traduit un manga, on nous envoie un manga papier tout bêtement. Et c'est à nous de numéroter les bulles et les onomatopées. Alors c'est nous aussi qui faisons les onomatopées pour la petite histoire, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est à nous de choisir, parce qu'évidemment c'est nous on sait à quel rôle ça correspond. Parenthèse refermée. Et donc il y en a qui veulent des numéros, il y en a qui veulent des lettres alphabétiques. Donc en fait il faut se réadapter. C'est ça, excusez-nous. Il faut se réadapter pour... c'est les aléas du presque direct, ça. Il faut se réadapter pour chaque éditeur. Alors c'est vrai que moi chaque semaine, le lundi matin, quand j'ai fini mon manga le vendredi soir, ou plutôt le dimanche soir d'ailleurs, il faut que je me remette dans l'état d'esprit de l'éditeur, qui va éditer le manga que je vais commencer le lundi matin, tout simplement. Ouais, c'est pareil, chaque éditeur a ses exigences et puis ses codes. Donc il faut réfléchir, et puis souvent, des fois on se trompe, hein, mais
Mais bon, généralement, les éditos, ils ont l'habitude que tous leurs traducteurs bossent pour d'autres maisons d'édition, donc les éditos corrigent et puis généralement on a un PDF, on reçoit un PDF une fois qu'il est lettré, donc on peut corriger nos erreurs et tout. Ça dépend, ils ne sont pas tous des PDF, mais généralement. Donc, mais oui, c'est vrai que c'est tellement différent selon les éditeurs que c'est assez difficile des fois à pas se tromper, quoi. Mais, ça, on prend le rythme, mais surtout lui, parce que lui, il travaille pour 15 000 maisons d'édition, donc une demi-douzaine. Ouais, voilà, donc c'est super compliqué, quoi. Mais bon, on s'y fait, on a l'habitude, et puis bon, les éditos sont cool, hein, donc. Ouais, c'est vrai, c'est ça, faut dire. Tous nos contacts chez les éditeurs sont très sympas. On a de bonnes relations, donc ça se passe toujours bien. Et c'est le principal. C'est là où on se rend compte quand même de la complexité du métier en soi, de s'adapter même aux différentes maisons d'édition et autres. Ouais. Et je vais en profiter pour faire une transition et parler un peu de la traduction, de son évolution et de son avenir. Bien qu'aujourd'hui le métier traducteur a l'air d'être un peu plus mis en lumière avec des prix, des choses qui n'existaient pas avant. La question que moi je voulais vous poser, c'est vous, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous le ressentez dans votre métier? Est-ce que du coup ces nominations vous aident aussi peut-être à avoir d'autres marchés ou faire d'autres choses? Oui, comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne la valorisation, nous on le ressent pas beaucoup, enfin moi personnellement je le ressens pas beaucoup en dehors justement des équipes éditoriales qui me disent ah bah ça c'est bien, on est content, voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on a des titres intéressants, parce que eux ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on leur rend un travail de qualité, où il y a très peu de corrections à faire. Enfin moi c'est mon but en fait, c'est de livrer un fichier où il n'y a plus rien à faire derrière. Donc c'est valorisant parce que c'est comme ça qu'on décroche les grosses séries quand on est traducteur. Voilà, donc moi je pense que c'est important. Sur le plan plus global, moi je le ressens pas personnellement. Je sais qu'effectivement il y a des prix maintenant qui sont décernés. Moi j'ai jamais été nominé, donc bon, malgré la masse, mais je fais pas. Moi je fais du shonen, moi j'ai fait des trucs où il y a la baston. J'ai pas fait d'œuvre un petit peu élitiste, mais ça me dérange pas du tout. Hein. Pour moi, c'est pas un critère particulier. Ça me flatterait évidemment, mais je m'y attends pas du tout et c'est pas très important. Ouais, donc la valorisation, disons que quand on est sur le stand tous les ans à Japan Expo et qu'on dit lui il a traduit telle série ou telle, les lecteurs sont souvent assez contents. Donc, où on est content, c'est ça, c'est rencontrer les lecteurs en direct, puis ils disent tiens, lui il a traduit Sunken Rock, lui il a traduit Eminence in Shadow et tout. Et il fait ah ouais super et tout, des fois on fait des dédicaces, ça c'est marrant. Donc c'est plutôt ça qu'on aime bien, et la valorisation c'est plutôt ça. Pour ce qui est des prix, les prix on n'y croit pas trop. C'est un peu. On n'y croit pas trop, ouais. Disons, on préférait avoir un prix, être nominé par nos pairs. Et donc comme c'est pas des prix où c'est des traducteurs qui votent ou qui sélectionnent, on trouve un peu gadget. Moi personnellement je trouve ça un peu gadget, et c'est pour juste. Mais moi je préfère qu'un lecteur il vienne et il me dit j'ai adoré Sunken Rock, la traduction, c'est super. Je préfère ça à 10 000 fois un prix. Les prix, voilà, c'est j'en pense quoi. Ok, je comprends tout à fait, ça se défend, c'est intéressant même comme... Parce que, oui, Arnaud a raison, c'est super quand il y a quelqu'un qui vient sur le stand, la seule semaine où on sort de notre bureau pour rencontrer les gens et qui nous disent, et qui sont super motivés, super excités de voir les séries qu'ils aiment, et des fois quand on voit qu'ils sont vraiment chauds, on leur dit vous savez c'est moi qui les traduis, et on a toujours une réaction positive, et ça fait très plaisir. Ouais, ça envoie un peu d'énergie et tout, ouais, c'est vraiment une bonne chose. C'est pour ça qu'on vient d'ailleurs. Ouais, on vient que pour ça. Ouais. C'est le principe, voir du public et d'échanger avec eux, partager. On bloque la semaine, c'est essentiel. Tous les juillet. Ouais. Notre bureau et voir les gens et prendre plaisir à voir que des gens lisent ce qu'on fait en fait. Parce que sinon, on bosse dans notre bureau, on a pas du travail, on se rend compte de rien. Et là, on voit que les gens, des fois, ils connaissent mieux la série que nous. Hein. Vraiment,
Donc c'est vraiment intéressant à voir et puis c'est marrant, et ils sont de voir contents et tout. Le dernier volume d'Éminence, le dernier volume de Rising Shield Hero et tout. C'est pas, au moins ça nous motive pour l'année suivante en fait, jusqu'à la Japan Expo l'année prochaine. Voilà. Oui, il y a des lecteurs qui nous demandent des dédicaces des fois. Ouais, c'est top. Ouais, ça arrive. C'est top. Avant de laisser la suite à mon collègue, j'avais du coup une dernière question qui toujours parlait du métier et de son évolution. Malheureusement ou heureusement pour certains, Oui. voilà, l'IA commence à arriver. Oui. Et l'IA, je pense, malheureusement, peut avoir un impact sur le métier. Tout simplement par souci d'optimisation, de coûts, de rentabilité, de rapidité. Oui. Et du coup, vis-à-vis du métier, comment vous percevez son arrivée? Comment vous la voyez dans le futur, ou même comment vous voyez le métier évoluer? Moi, c'est vrai qu'on commence à y réfléchir. Évidemment, c'est pas des bonnes nouvelles pour nous. Le seul salut, c'est que la langue japonaise est tellement complexe que je vois pas comment une IA pourrait faire notre travail. Même une IA très balèze. Mais le risque, c'est en fait mon avis vraiment personnel, c'est ça va dépendre du public. Si le public se contente de ce qu'on leur donne, se contente d'un produit à consommer, dirons-nous, on sera au chômage dans pas longtemps, disons dans 5 ans, en fonction de l'évolution des IA. À mon avis, en anglais, il y a plein de gens qui vont se retrouver et qui sont déjà sur le carreau. En le japonais, c'est plus difficile, mais bon. Donc il faut en fait, nous notre salut c'est que le public exige des traductions de qualité d'un côté et que les éditeurs soient pas trop charmés par les sirènes du profit et continuent à faire appel à des gens comme nous qui connaissons notre métier, qui connaissons notre domaine et qui sommes surtout passionnés parce que c'est la passion qui nous anime depuis le début. Alors moi, je dirais que j'ai encore assez confiance dans les maisons d'édition en France pour pas recourir à l'IA. Après, est-ce que ça ne sera pas traduit directement au Japon et que les maisons d'édition en France n'auront pas le choix? Peut-être d'ici 5-10 ans, ouais. Bah, nous, on n'est plus tout jeunes, donc à la rigueur, ça nous impactera moins. J'ai un peu Par contre, c'est un peu un crève-cœur pour ceux qui commencent, qui veulent se lancer dans la traduction ou qui sont tout jeunes et qui, eux, sûrement, dans 20-30 ans, ils ont sûrement changé de truc où ça sera vraiment... peut-être que leur travail, ça sera juste de vérifier ce qu'a fait l'IA. Je sais pas. Pour le quart du prix. Tout change très vite. Ça se trouve, dans 30 ans, ça sera pareil. Et ça se trouve, dans 30 ans, il n'y aura plus du tout... Bref. Pour l'instant, j'ai encore confiance aux maisons d'édition en France. Il y a eu récemment un petit truc là avec Crunchyroll. Il y a eu un peu de levée de bouclier et puis donc je pense que c'est pas encore pour tout de suite. Mais je pense que ceux qui font des études pour être traducteur de manga ou d'animé ou machin, faut réfléchir quand même à faire un autre truc en parallèle, on sait jamais. Parce que mais bon. En fait, personne ne sait, je pense. Personne ne sait. Ça se trouve, l'IA, je sais pas. On verra. J'espère qu'il y aura encore des traducteurs dans 20-30 ans de manga et tout, parce que chacun a son style, chacun apporte sa petite patte. Quand vous lisez un manga traduit par Sébastien Lundman, vous avez la patte de Sébastien Lundman, de Sylvain Cholet, vous voyez. Ce serait dommage de perdre ça par une IA, quoi, mais bon... Qui Parfaitement d'accord. Qui vivra verra. Ouais. De toute façon, à mon sens, pour le moment, on est plus sur l'outil, donc qui est censé apporter un soutien, même si effectivement on entend parler de la maison mère japonaise qui commence à s'intéresser de près au sujet, puisqu'elle veut conquérir le marché sans intervenant naturellement, ce qui se comprend. Mais à mon sens, effectivement, je pense qu'on a les bienfaits du lectorat français, qui est très exigeant pour la communauté dure et qui n'hésitera pas effectivement à essayer de revendiquer ça et de se battre pour ça. J'espère que pour une fois la communauté orientera son énergie dans le bon sens. Et ça, il faut que les gens votent avec leur porte-monnaie, comme on dit. Exactement, c'est la meilleure des communications, ça parle à tout le monde. Aux mauvais produits, on arrêtera de commercialiser des mauvais produits. Complètement. Alors, quelle est la série sur laquelle vous avez préféré travailler? Alors, moi j'ai une tendresse particulière pour Letterby, qui est sorti chez Kana, ça fait déjà un moment.
qui est une série que j'aime beaucoup parce que c'est beau, c'est pas violent, les persos sont intéressants et c'est un des rares mangas longs, parce que je crois que de mémoire il y a 20 tomes, où quand on arrive à la fin, on voit que l'auteur avait tout prévu depuis le début. Et il y a une vraie fin et ça se termine bien avec un petit nœud et c'est formidable. Parce que souvent les auteurs ils sont pressurisés par les maisons d'édition quand ils sont allés au bout de leur idée et si ça se vend, ils font non, faut continuer, ça se vend et on voit que ça part dans tous les sens. Donc j'ai beaucoup aimé Letterby, j'aimais Mashle, c'était marrant parce que c'était un challenge à adapter parce que les vannes en japonais elles sont très japonaises. c'est très sec comme humour, donc il fallait broder pas mal. Toliko c'était super intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à inventer dans le monde gourmet justement, parce que c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de Dragon Ball basé sur la gastronomie, donc c'était assez marrant. Mais il y a très peu, je pourrais vous citer des séries que j'ai pas aimées, mais je vais pas le faire. Il y en a, puisqu'il y a des choses qui... Bon, voilà. Mais globalement, j'aime travailler sur toutes les séries que je fais. Là, récemment, Nine Peaks, c'est vraiment un coup de cœur. Je m'y attendais pas parce que le Furio, c'est une... ouais. Le Furio, c'est un truc particulier, alors, même si je trouve que c'est pas vraiment un Furio pur 100%. Mais le scénar est sympa, les dessins sont super. Et donc ouais, je suis content de le faire, vraiment. Bah du coup, on va revenir tout de suite sur la question. D'accord. Justement, Nine Peaks, qui est le phénomène Furio qui vient de sortir chez Kiyun, Oui. et qui est très intéressant et mis en avant à la Japan Expo. Ouais. Justement, tu travailles dessus, parle-nous-en. Oui. Comment tu t'es mis en condition pour justement adapter un Furio qui a un style un peu spécial? Alors, j'ai feuilleté Tokyo Revengers déjà. Voilà. Je pense que personne m'en voudra d'avoir pris des idées ici et là. Parce que à l'heure actuelle, c'est une sorte de référence. Voilà. J'ai feuilleté les premiers tomes. Et ensuite, alors, j'ai pas tout pris parce qu'évidemment, on peut pas tout prendre, mais dans la mesure où Nine Peaks c'est à mon avis plus adulte que Tokyo Revengers, j'ai fait ma sauce. Déjà, j'ai dû décoder parce que en japonais, c'est écrit dans un dialecte d'Hiroshima, donc c'est assez difficile. Heureusement, j'ai ma femme qui m'aide, donc elle me décode les trucs que moi j'ai pas forcément appris à l'université, donc c'est pas le genre de truc qu'on nous apprend à l'université. Il faut l'apprendre sur le tas. Donc une fois que j'ai ça, en fait, moi j'aime pas faire une traduction et reprendre derrière. Moi j'aime, je peux rester coincé sur une bulle pendant 20 minutes si j'ai pas la formulation qui va bien. Donc après, je rajoute des trucs ici et là, je puise dans mon vécu aussi, enfin dans mon vécu, dans ce que j'aime, dans les films que j'ai vus, dans les autres mangas ou les BD, parce que c'est un parler un peu spécial. Et alors je me suis aussi arrangé avec Kiyun, je leur ai demandé jusqu'où je pouvais aller, parce que pareil, ils avaient certaines exigences de ne pas être trop vulgaire non plus. Donc en conformité avec l'éditeur. Après moi j'ai proposé des traductions. Je sais que chez Kiyun de temps à autre ils retouchent, mais globalement sur Nine Peaks ils n'ont pas beaucoup retouché, je crois. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaye en fait que ça se lise toujours de façon fluide, et même en japonais, parce qu'en japonais il y a beaucoup de répétitions, c'est toujours les mêmes mots, donc je mets jamais la même, j'essaie de jamais mettre la même insulte ou la même vanne trop rapprochée en fait. J'essaie de diluer un peu et voilà, comme il a fait Sunkenrod, des fois je lui demande comment tu tournerais ça pour que ça ait de la pêche. Il faut que ça ait de l'impact en fait. Faut que quand on lise le truc, on sent que le mec qui se prend le poing dans la tronche, il faut que ça passe pareil dans le texte en fait. Voilà. C'est un peu ça. C'est bien débrouillé, j'avoue. Ah, bon, ça va, je suis pas mécontent. Donc du coup, les œuvres que tu as préférées? Ma série que j'ai préférée à traduire, c'est compliqué. Je pense que c'est Sunkenrock parce que l'histoire elle est incroyable, et puis j'ai rencontré Boichi en personne et tout, donc ça m'a fait plaisir, et j'ai vraiment Sunkenrock, je pense que c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir à l'adapter. Mais j'ai un petit faible aussi pour Rikudo, parce que Rikudo c'est pareil, on sent que comme Sunkenrock pour Boichi, je pense que
pour l'auteur de Rikudo, c'est une œuvre personnelle un peu. Il aime vraiment la boxe, il aime vraiment... Et les deux, c'est celles qui m'ont marqué le plus, je pense. Et après j'ai Battle Royale, c'est celle par laquelle j'ai commencé et j'ai toujours un petit faible aussi pour Battle Royale. Battle Royale c'était sympa à faire et j'ai commencé là-dessus donc c'était pas facile et puis mais c'est vraiment cette Ken Rock celle que je préfère de toutes quoi, que j'ai préférée quoi. Il y en a j'ai plein que j'ai détesté mais j'ai pas à le dire. Mais comme je suis un peu chiant, les maisons d'édition pour vous le confirmer, je n'accepte que les séries que j'aime bien. Donc je me fais détester par toutes les maisons d'édition parce qu'on me propose plein de boulot. Et à chaque fois je dis ouais non j'ai pas le temps. Mais c'est souvent parce que moi si je la sens pas la série, je sais que l'adaptation j'aurai du mal ou ça sera pas. Donc je préfère décliner des fois, souvent même. Normalement ça se fait pas, hein. Ne le faites jamais chez vous. Et donc je décline pas mal de séries et vraiment je prends celles qui me font de l'œil vraiment quoi. Donc, mais je crois que je suis le seul sur Terre à qui on me pardonne parce que ils en rigolent les éditeurs. Hein. Mais bon. Je me permets de rajouter, ça m'est revenu, j'ai eu un flashback. J'ai pris la suite de Sylvain Cholet, grand traducteur devant l'éternel, d'une série qui s'appelait Otogi Matsuri chez Doki Doki, qui est illustré par un illustrateur de jeux vidéo, Junya Inoue. Et ça, c'était chez Doki, je crois que c'est ma série préférée. Pourtant, je fais Shield Hero, je fais Mushoku Tensei, mais celle-là, elle est introuvable, je pense, de nos jours. Ou très chère en occasion, mais elle est formidable. Merci de nous avoir partagé tout ça. J'en profite également. Aujourd'hui, le marché du manga de création évolue et certaines œuvres de création française commencent même à s'exporter au Japon. Peut-être que demain, vous serez peut-être amené aussi à faire l'adaptation, comment tout ça Non, faut que le japonais soit la langue maternelle pour faire. C'est comme nous, on fait japonais-français, faut que ça soit la langue maternelle, sinon ça se verra. Et puis c'est un autre travail, c'est vraiment deux travaux différents, pardon. Et donc, non, faut vraiment que ça soit par un traducteur dont la langue maternelle sera le japonais. Et il y en a sûrement des très 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 bons. Donc non, ça on va passer notre tour là-dessus, je pense. Oui, c'est voilà, comme lui. Super, mais c'est bien de le préciser, c'est important. Oui, parce que non, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut absolument que la personne qui traduise, que sa langue maternelle soit la langue cible. C'est, à mon avis, c'est. L'adaptation. Ouais. Est-ce que vous avez du coup une anecdote à nous partager sur ce que vous avez fait dans votre métier, sur une des séries que vous avez fait, peu importe? Une anecdote. Pas particulièrement. Le mot de la fin, animal si tu veux, mais ça. Non. Toi oui? Non. Non, aucune. Non, je vois pas trop. Non. Alors, une question qu'on pose à tout le monde. Oui. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Ah, si j'étais un animal, je serais un ours. Pour pouvoir hiberner tout l'hiver. Et moi, si j'étais un animal, je serais un panda. Et je passerais ma vie à faire des roulades. Voilà. Alors un mot de la fin peut-être? Le mot de la fin, lisez des mangas et soyez exigeants. Et venez à Japan nous voir et puis venez à Japan Expo, profitez, voir les mangas, parce que c'est tant que ça vivra, ça fera vivre la communauté et ça fera vivre tout le monde et puis ouais, tu veux rajouter un truc? Oui. Moi j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'étais encore au lycée avec monsieur. Même au collège en fait, on va pas se mentir, hein, c'est le club Dorothée et tout ça. Et j'ai rencontré des gens formidables quand j'étais jeune, il y a plus de 30 ans, des gens d'Animeland qui lançaient un fanzine photocopié à 500 exemplaires à l'époque. Ils m'ont permis d'écrire des articles dedans. Et moi mon but, en fait j'ai complètement changé de voie pour faire du japonais parce que pour moi c'était évident, il fallait que je travaille là-dedans et que d'ailleurs je suis parti quelques années vivre là-bas pour la petite histoire. Et moi mon but c'était de montrer que l'animation, c'était surtout moi je suis un fan d'animé en fait, plus que le manga même, et que l'animation japonaise c'était pas des trucs pour les enfants, c'était pas débile.
Et quand je vois la Japan Expo maintenant, et le marché du manga, de l'animé, tout ce qui tourne autour du Japon, je pense que mission accomplie et je suis super content. Ouais, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, on était des otaku, on était un peu mal vus. Et donc là, on est vachement content de voir. Ça se disait pas. On était un peu des parias, d'ailleurs. Et maintenant, c'est dans les mœurs. Et les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir que ça soit. Ma fille au lycée a fait des exercices avec Dragon Ball. Vous voyez, c'est le truc incroyable, quoi. Et donc, je pense que les jeunes générations, faut qu'ils en profitent et faut qu'ils perpétuent le truc parce que ils se rendent pas compte d'où on est parti, quoi. Et on aurait tellement aimé à notre époque avoir ce genre de salon. Et nous, on était obligés de télécharger des images de 12 kilobytes en 3 heures d'animé. On donne le dé des traductions de mangas sur des serveurs suédois. Et on achetait le manga japonais à côté et on essayait et on relisait la trad et tout. C'était l'enfer sur Terre. Et on achetait des CD à 200 balles à Paris chez Junku. 200 francs français. Ouais. Et donc on a vécu l'arrivée de Tonkam et tout. Mais là, ils ont tellement une chance, les jeunes. Même vous, hein, vous avez tellement de chance, je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, on est vieux maintenant. Et donc, dire qu'on est vieux, oui. J'espère que ça va se perpétuer et puis et que ça va grandir surtout. Quoi. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est bien, il faut pas avoir honte de ce qu'on aime. Hein. Voilà. Ouais, on fait ce qu'on aime. Bah, c'est super, messieurs. Merci à vous.